La presse affirme régulièrement que Moscou aurait orchestré ce soulèvement. Est-ce vrai? Non, bien sûr, je vais vous le dire franchement. Moscou regardait cela avec une légère incompréhension. J'ai vu 36 passeports de mercenaires polonais. Il y avait des spécialistes américains, des spécialistes anglais. Il y avait de tout. Ils avaient placé 2 mines anti-chars sur la route où je circulais. L'une a explosé, l'autre n'a pas fonctionné. À côté de moi se trouvait mon camarade, mon frère d'armes, Alexandre Choubine. Il est mort sur le coup. Moi, j'ai eu une fracture de la colonne vertébrale, 9 fractures aux jambes et encore une trentaine de blessures diverses. Mais j'ai survécu par miracle, parce que les mines anti-chars font exploser les chars. Or, moi, je roulais dans une voiture légère. Gegen den Strom. Zur Person. Bonjour et bienvenue dans Contre le courant. Nous présentons des positions et des perspectives que les médias de propagande passent sous silence. Il y a des écrivains qui ne savent pas seulement manier une machine à écrire, mais aussi une mitrailleuse. Parmi eux figure le grand auteur américain Ernest Hemingway, grièvement blessé, jeune homme, en 1918, sur le front de l'Isonzo. Parmi eux figure aussi l'auteur français André Malraux, devenu plus tard ministre de la Culture sous Charles de Gaulle, qui a combattu pendant la guerre civile espagnole et a cofondé la résistance antifasciste. Parmi eux figure également l'auteur russe Zakhar Prilepine, qui a combattu pendant la guerre de Tchétchénie à la fin des années 90, ainsi que dans le Donbass. En 2023, il a été victime d'un attentat. Depuis, il bénéficie d'une protection rapprochée. Il fait l'objet de sanctions de l'Union européenne. Mais nous ne cédons pas à la censure antidémocratique et anticonstitutionnelle. Nous pensons que le meilleur argument doit convaincre. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder votre temps. Je parle mal russe, donc il y aura une traduction. Qu'est-ce qui les pousse à faire la guerre? Je pense que l'Union soviétique, tout comme l'Empire russe, n'est pas un simple assemblage vulgaire de territoires. C'est un organisme eurasien qui, dans de nouvelles circonstances, se réunifiera à chaque fois. Il est possible que certains territoires, comme les pays baltes ou peut-être l'Azerbaïdjan, entament leur propre parcours géopolitique. Mais l'Ukraine, la petite Russie, font incontestablement partie de la Russie. Et pour moi, dont les ancêtres venaient d'Ukraine, mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère étaient d'Ukraine et portaient des noms de famille ukrainiens. Ce sont des parties indissociables d'un tout unique. Votre histoire familiale m'intéresse car c'est pour elle que vous consacrez votre vie. Je voudrais préciser, l'histoire familiale liée à mes grands-pères qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale, ou mon histoire personnelle, y compris mon parcours militaire. Je parle des deux, y compris bien sûr des combats antifascistes pendant la Seconde Guerre mondiale, car ma famille a été profondément impliquée dans le national-socialisme. Le père de ma mère était membre du parti nazi et directeur de camp. Le père de mon père était nationaliste allemand et a soutenu la guerre. Sérieusement. Mon grand-père paternel, Semyon Zakharovitch Prilepine, a été mobilisé en 1941. Après 3 mois de combat sur le territoire ukrainien, il a été fait prisonnier. Il est resté dans des camps en Allemagne jusqu'à la fin de la guerre, et il a survécu par miracle. Personne parmi ceux qui avaient été capturés avec lui n'a survécu. Personne parmi ceux qui étaient enfermés avec lui la première année, la deuxième, la troisième. Et c'est une histoire à part. Je ne peux pas citer tous les camps où il a été détenu, mais il était constamment déplacé, revendu, tantôt envoyé dans des prisons, tantôt placé dans des familles, tantôt envoyé dans des camps de la mort. Enfin, c'est toute une histoire.
в лагеря смерти. То есть там была большая история. J'ai toujours considéré que la mission de ma génération d'Allemands était de contribuer à empêcher que de telles choses se reproduisent. Quand je vois aujourd'hui des chars allemands rouler à nouveau dans le Donbass, j'en ai honte. Est-ce que cela a aussi été une motivation pour vous engager dans le combat? Pour moi, l'effondrement de 1991 a déjà été une tragédie. J'avais 16 ans et je comprenais ce qui se passait. Puis il y a eu toute une série de conflits civils aux marges de la Russie. La Moldavie, la Transnistrie, l'Abkhazie, l'Ossétie, le Caucase du Nord, la Tchétchénie et le Daghestan. Et tous ces conflits étaient d'une manière ou d'une autre soutenus depuis l'Occident. D'abord par la Grande-Bretagne et les États-Unis, à l'époque dans une moindre mesure par l'Allemagne, ainsi que par d'autres acteurs. Mais c'était déjà une tragédie pour moi à ce moment-là. Et les années 2014 et 2022 ont été la continuation de ce qui était déjà en cours. Cela concerne aussi l'Ukraine, en particulier. Et surtout, cela a commencé avec ce qu'on appelle la Révolution orange, en 2004. Tout à fait. Et ils sont ensuite partis dans le Donbass en 2014, où ils ont combattu. Ils étaient aussi en contact avec Zakharchenko, le dirigeant du mouvement indépendantiste. C'est vrai, c'est vrai. Et en Occident, on préfère souvent ne pas voir le fond xénophobe et radicalement nationaliste du Maïdan de 2014. En 2004, c'était encore plus ou moins caché. En 2014, les groupes d'extrême droite en Ukraine avaient déjà pris de l'ampleur et étaient la principale force motrice du Maïdan. En Occident, et particulièrement en Allemagne, le Maïdan est présenté comme une révolution de la dignité. Mais toutes les études spécialisées montrent que ce n'était précisément pas le cas. Les tirs qui ont visé le Maïdan venaient des bâtiments de secteur droit, c'est-à-dire de militants d'extrême droite. Alors qu'a été le Maïdan selon vous? Pour moi, le Maïdan a été le triomphe du deux poids, deux mesures occidentales. Parce que tant qu'à Kiev, à Lviv, dans les villes de la rive droite, on prenait d'abord les administrations, puis les dépôts d'armes. Autrement dit, on retirait des armes à la police ukrainienne et les insurgés s'armaient. L'Occident acceptait tout cela avec plaisir. Oui, ce sont des gens formidables. Ils se sont soulevés pour la liberté. Quand on a commencé à faire exactement la même chose dans le Donbass et en Crimée, sans commettre aucune violence, l'Occident a dit « Oh, c'est terrible, ils violent les lois, ce sont de mauvaises personnes. » Et vous avez tout à fait raison. Au Maïdan, on tuait des gens, alors que dans le Donbass et en Crimée, personne n'a été tué. Là-bas, tout s'est déroulé pacifiquement. Et là-bas, 80 à 90% de la population aurait montré, lors de n'importe quel contrôle mené par des institutions occidentales, qu'ils voulaient l'autonomie et le rattachement à la Russie. Vous étiez très tôt dans le Donbass, en 2014. Comment avez-vous vécu le début du soulèvement dans le Donbass? À ce moment-là, dans le Donbass, tout le monde croyait que leur volonté était si évidente, si largement partagée, qu'elle concernait une si grande majorité de la population que tout le monde la verrait. Ils attendaient très vivement les journalistes étrangers. Ils attendaient tous les médias, toutes les personnes avec un micro et une caméra, pour leur dire « Regardez, nous ne voulons pas tous nous soumettre à Kiev. Nous avons tous d'autres idées, d'autres aspirations. » Toute société de sondage qui se serait retrouvée à Donetsk ou à Luhansk aurait montré que l'écrasante majorité des gens là-bas ne voulaient pas accepter le Maïdan de Kiev. Les téléspectateurs savent qu'après la victoire du Maïdan de Kiev, la première chose qu'ils ont faite a été de supprimer le statut de langue d'État du russe. Autrement dit, ils n'ont même pas attendu. Ils l'ont fait dès la semaine suivante.
Et les gens du Donbass comprenaient parfaitement à quoi tout cela allait mener. Mais les chaînes de télévision occidentales, les médias occidentaux, ont retiré leurs correspondants du Maïdan. Et ensuite, chez nous, on a dit, oui, Moscou a tout organisé. Qu'en pensez-vous? Je pense que l'Occident a fait preuve d'un étonnant désintérêt pour ce qui se passait. Mais je voudrais quand même parler des médias occidentaux et non de tous les habitants de l'Occident. Parce qu'en 2014-2015, les sanctions contre moi n'avaient pas encore été instaurées. Je suis même intervenu un jour en Allemagne de l'Est, avec l'écrivain russe Dmitri Gloukovski. Il y avait une grande salle remplie uniquement d'Allemands, environ 300 personnes. Et Gloukovski disait que le Maïdan de Kiev c'était magnifique, que c'était formidable, que c'était pour la liberté. Et moi je disais que le soulèvement dans le Donbass, à Louhansk en Crimée, c'est formidable. Et 100%, pas 90, mais 100% des Allemands assis dans la salle étaient de mon côté. Ils criaient « Oui, la petite Russie, l'Ukraine, c'est la Russie. Bien sûr que les Russes reprennent ça. » Et Gloukovski était sous le choc. Il disait « C'est quoi ces Allemands? Ce sont des agents du KGB, ce ne sont pas de vrais Allemands. » Autrement dit, je pense que sans les médias européens mensongers et les politiques européens corrompus, nous aurions pu nous entendre à ce moment-là avec la population européenne. À peu près la même situation existait en Italie, en Espagne, en France. J'y suis aussi intervenu partout et tout le monde comprenait parfaitement de quel conflit il s'agissait. En réalité, notamment en Allemagne, il existe un écart considérable entre l'opinion publique de la population et l'opinion publiée par la presse. Et la presse affirme toujours que Moscou aurait orchestré ce soulèvement. Est-ce vrai? Non, bien sûr. D'abord, c'était impossible à mettre en scène, parce qu'au final, des dizaines et des centaines de milliers de personnes sont descendues sur les places. Elles ont elles-mêmes, sans aucune aide de Moscou, pris le contrôle des administrations à Kharkiv, à Donetsk, à Luhansk, dans des dizaines de villes des régions de Donetsk et de Luhansk. Et même, je vais vous le dire franchement, Moscou regardait cela avec une légère incompréhension. À ce moment-là, Moscou pensait que ça avait marché avec la Crimée et qu'il n'avait besoin de rien d'autre. Ils ne voulaient pas de ces problèmes. Ils appelaient sans cesse les dirigeants du Donbass et leur disaient « Peut-être accepteriez-vous une autonomie au sein de l'Ukraine. Peut-être pourriez-vous vous entendre d'une manière ou d'une autre avec Kiev. Peut-être pourrions-nous arranger cette situation et ne pas aller jusqu'à la confrontation. » Autrement dit, le Donbass agissait à l'encontre de la volonté de Moscou. J'ai visité le Donbass après le début de l'opération militaire spéciale, après le début de l'invasion russe. J'ai parlé avec beaucoup de gens et certains m'ont dit « Poutine nous a laissé tomber, il aurait dû venir dès 2014. » Est-ce que vous avez entendu cela aussi? Oui, ce genre de discours a souvent été tenu, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que, à partir d'un certain moment, lorsque la guerre est déjà passée à une phase ouverte, bien sûr, la Russie a apporté une aide humanitaire importante, une énorme quantité d'aide humanitaire. Ensuite, des spécialistes militaires ont commencé à apparaître. Moi, en tant que personne ayant combattu dans la milice du Donbass, je les ai bien sûr vus de temps en temps. Mais ce n'étaient pas des armées russes, comme cela était présenté en Occident. Ce n'est pas l'armée russe qui est arrivée dans le Donbass, mais par exemple 52 hommes, sous la direction de l'ancien officier du FSB Igor Girkin, dit Strelkov, sont arrivés à Sloviansk. Comment avez-vous vécu cela? Que s'est-il passé?
Eh bien, pour commencer, il faut dire que sur les 52 personnes qui étaient dans le détachement de Strelkov, environ 42 ou 43 étaient des citoyens ukrainiens. C'est-à-dire qu'ils venaient du Donbass ou de Crimée. C'était donc des habitants locaux. Et Strelkov n'obéissait à aucun FSB. C'était son initiative personnelle. Et cette initiative personnelle a suscité pour le moins de l'irritation à Moscou. Il y a en Russie un homme d'affaires, Konstantin Malofeyev. On dit, je ne le sais pas moi-même, mais on le dit, que c'est lui qui a donné de l'argent à Strelkov pour cette entreprise. Mais je tiens à dire que depuis lors, Konstantin Malofeyev n'est pas en très bons termes avec le Kremlin, avec l'administration, parce que rien de tout cela n'avait été coordonné avec qui que ce soit. Personne n'en avait besoin. Moscou était extrêmement irrité que cela se soit produit. Et au fond, bien sûr, l'expédition de Strelkov dans le Donbass, il faut se souvenir qu'elle a eu lieu à un moment où à Donetsk, à Louhansk et dans une dizaine de villes du Donbass, les administrations avaient déjà été prises par les habitants locaux. Autrement dit, tout n'a pas commencé avec lui. Les événements étaient déjà en cours avant l'arrivée de Strelkov. On dit souvent « ancien agent des services secrets, toujours agent des services secrets ». C'est ainsi qu'on explique que Strelkov, Igor Girkin, aurait été envoyé par les autorités à Moscou. D'un autre côté, vous avez mentionné Malofeyev. Comment l'évaluez-vous? Est-ce que Malofeyev lui a donné de l'argent? Ils étaient liés par des affaires et il a été un temps son chef de la sécurité. Oui, on dit qu'il dirigeait le service de sécurité. À ce moment-là, je ne connaissais ni Strelkov ni Malofeyev. Et cette information, comme vous, je l'ai tirée des médias. Mais je le répète encore une fois, j'étais dans le Donbass et je savais qu'au moment où Strelkov est apparu, Mozgovoy était déjà là. Le commandant de terrain local du Donbass qui a dirigé le soulèvement dans le Donbass, c'était Zakharchenko, un commandant de terrain de Donetsk qui a dirigé le soulèvement. Autrement dit, j'ai vu de nombreux dirigeants locaux qui, sans Strelkov déjà, avaient exprimé leur mécontentement face au coup d'État à Kiev. Et je vous assure que la situation aurait évolué sans Strelkov. Vous avez mentionné Strelkov dans votre journal de guerre. Vous avez écrit qu'au milieu de l'année 2014, il avait retiré ses troupes de Sloviansk. Et vous dites que pour cela, il aurait en fait mérité une décoration. Pourquoi? Non, je n'ai pas dit cela. Je ne suis en aucun cas en droit de juger le comportement de Strelkov parce que je n'étais pas moi-même à Sloviansk. Mais les personnes qui dirigeaient la milice à Donetsk, y compris Zakharchenko, ont réagi négativement au retrait des troupes de Sloviansk. Mais je le répète, comme j'occupais à ce moment-là des fonctions subalternes, j'essaye de ne pas porter de jugement sur ce genre de choses. Ce n'est pas à moi d'en juger. Les choses se sont passées comme elles se sont passées. Pour Joshua Zelensky, Je peux encore une fois me référer à l'avis de mes aînés, notamment à celui d'Alexandre Zakharchenko, qui disait que si Igor Ivanovitch Strelkov n'avait pas quitté Slaviansk, alors aujourd'hui, en 2022, dans les faits, les objectifs dont parle Vladimir Poutine auraient déjà été atteints. Parce que Poutine dit « Nous devons atteindre les frontières du Donbass », c'est-à-dire les frontières de la République de Donetsk, où se trouvent justement Kramatorsk et Slaviansk, ces villes que Strelkov a abandonnées. En réalité, 11 ans plus tard, nous nous battons pour le point sur la carte où tout a commencé. La guerre se joue autour de la ville de Sloviansk. Si la milice y était restée, il n'y aurait aujourd'hui aucun précédent. Il faut simplement préciser que le référendum organisé par les habitants du Donbass en 2014 s'est tenu sur l'ensemble du territoire de la République de Donetsk, y compris à Kramatorsk et à Sloviansk,
où une écrasante majorité des citoyens s'est prononcée en faveur du rattachement à la Russie. Autrement dit, dans les faits, on rétablit l'expression de la volonté des citoyens. C'est de cela qu'il s'agit. C'est là qu'il y a une logique formelle. Et Strelkov n'est ici qu'un épisode de cette immense confrontation. Vous avez évoqué tout à l'heure Zakhartchenko. Quand je me suis rendu dans le Donbass, j'ai constaté que la population de Donetsk vouait une grande admiration à Zakhartchenko. Quelle était votre relation avec lui? C'était un véritable personnage historique. Et ici, il est important de souligner une chose. Dès qu'on parle de la résistance du Donbass, on commence immédiatement à parler de Strelkov. On parle beaucoup de Strelkov, et c'est normal. Mais le fait est qu'après que Strelkov a rejoint le territoire russe, à l'été, en août 2014, l'affrontement a continué pendant 8 ans. Et l'armée du Donbass, celle de Donetsk, comme celle de Luhansk, a retenu l'armée ukrainienne. Pour une raison quelconque, on n'en parle pas. Autrement dit, Strelkov est resté 3 mois dans le Donbass, tandis que Zakhartchenko a combattu pendant 8 ans. Mais étrangement, les médias occidentaux y accordent une attention minimale. Par ailleurs, je voudrais faire remarquer que déjà à l'époque, durant l'été et l'automne 2014, nous retrouvions déjà un très grand nombre de mercenaires polonais tués, par exemple. J'ai vu 36 passeports de mercenaires polonais. Il y avait des spécialistes américains, des spécialistes anglais. Il y avait de tout. Autrement dit, c'était d'emblée une opération spéciale occidentale sérieusement engagée, où tous venaient étudier l'adversaire potentiel, aider l'Ukraine à mener des opérations militaires, à construire des fortifications. Mais de cela, on ne dit rien. On discute de Strelkov, 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 Strelkov. Pendant ce temps, tout Kiev, les centres administratifs de Kiev, tout était rempli de la CIA, du renseignement anglais et de qui que ce soit d'autre. Pour une raison quelconque, on n'en parle pas. Zakhartchenko a pris la tête d'une résistance populaire, nationale, face à une force plusieurs fois supérieure au Donbass. Parce que dans le Donbass vivent 2 millions de personnes, 2,5 millions, tandis qu'en Ukraine, à l'époque, vivaient 30 millions de personnes. Imaginez donc l'écart. Et le Donbass a tenu le choc pendant 8 ans. Vous évoquez l'implication de la CIA. Le New York Times a rapporté que depuis 2015, la CIA avait disposé de 12 stations secrètes dans le Donbass. Savez-vous jusqu'où allait cette coopération, cette influence de la CIA dans le Donbass? Depuis le Donbass, nous ne pouvions pas vraiment l'évaluer. Mais très souvent, nous voyons des spécialistes américains sur les positions. Nous les voyons aider à construire des fortifications. Nous trouvions constamment là-bas des uniformes de l'OTAN, des armes de l'OTAN. Le renseignement entendait sans cesse des communications en anglais. Enfin voilà, moi je peux l'évaluer que depuis la tranchée. Je ne suivais pas la politique. Mais là-bas, ce n'était un secret pour personne. De l'autre côté, il y avait tous les représentants de l'OTAN qu'on pouvait imaginer. Vous avez évoqué les mercenaires de l'Occident. Selon une présentation du service fédéral de renseignement, des mercenaires américains de la société Academy, auparavant Blackwater, se trouvaient aux côtés des Ukrainiens dans le Donbass depuis mars 2014. Cela confirme ce que vous avez dit. Y avait-il aussi des mercenaires de Wagner dans le Donbass ou des mercenaires russes dans le Donbass? Oui, des hommes de Wagner étaient présents. Ils y intervenaient. Ils entraient et sortaient. Je sais qu'il y a eu une opération menée par Wagner, la libération de l'aéroport de Lugansk. Les forces armées ukrainiennes y étaient basées et bombardaient constamment Lugansk. Wagner est intervenu et assez rapidement, de façon fulgurante, au cours d'un seul combat, a chassé les troupes ukrainiennes de là. Mais je ne les ai jamais croisés et je ne voudrais pas exagérer la participation de Wagner. Enfin,
Je connais une opération. Peut-être qu'il y en a une autre. Mais je vous assure que la majorité des opérations menées par les militaires présents dans le Donbass l'ont été par les forces de la milice de Donetsk. L'analyste militaire américain Scott Ritter m'a dit que Wagner aurait été fondé en Crimée par Dmitri Utkin en mars ou en avril 2014. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Quelles sont vos informations? Non, c'était peut-être le cas à ce moment-là. Mais je veux redire que lorsque je servais dans l'armée du Donbass, en 2015, 2016, 2017 et 2018, le principal domaine d'activité de Wagner, c'était la Syrie et l'Afrique. Ils avaient là-bas une présence énorme. Enfin, la majeure partie de leur contingent se trouvait là-bas. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps au Donbass, j'ai parlé avec beaucoup de gens, j'en connaissais beaucoup. Mais de toute ma vie, je n'ai jamais rencontré personnellement un seul membre de Wagner. Il y a peut-être eu quelque chose là-bas, peut-être qu'ils y sont apparus. Mais ce n'était ni la force motrice, ni la base de l'affrontement armé. Au cours de ces années que vous avez mentionnées, à partir de 2015, vous avez aussi été en contact étroit avec Zakhartchenko. Vous avez travaillé avec lui. Comment le caractériseriez-vous? C'est une véritable pépite, un homme de la grande histoire. Il est apparu sur la grande scène politique, non pas grâce à quelques constructions de communication politique, mais simplement par son courage et son charisme. C'était un vrai leader populaire. Les gens l'adoraient. Et au XXIe siècle, on a l'impression que ce n'est plus possible, que tous les dirigeants sont fabriqués en laboratoire par tel ou tel communicant politique, puis présentés au peuple en se faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas. Autrement dit, nous vivons dans une époque où il semble désormais impossible d'imaginer un Fidel Castro, un Che Guevara ou d'autres représentants du peuple. Mais il s'avère que parfois, cela existe encore. Et je suis heureux d'avoir été proche de cet homme, d'avoir été son ami et d'avoir vu son ascension. Quelle était votre relation avec Zakhartchenko? Quel rôle avez-vous joué dans le Donbass? J'ai créé l'une des unités de sa garde, un bataillon composé lui aussi d'environ 80 à 90% de volontaires de Lugansk et de Donetsk. Et comme je venais du monde des médias, j'ai rejoint Zakhartchenko en tant que conseiller pour lui expliquer comment établir des relations avec les journalistes russes, avec la politique russe, avec l'opinion publique. Parce qu'il faut sans doute le préciser encore une fois. Il n'y avait aucun contrôle direct de Moscou sur Zakhartchenko, ni présence permanente de stratèges politiques moscovites dans le Donbass. Il n'y avait personne à ses côtés. À ses côtés, il y avait moi et un autre homme qui s'appelait Alexandre Kazakov. Nous étions ses deux conseillers. Nous ne venions ni l'un ni l'autre du Kremlin, ni du FSB. Nous étions simplement des gens ordinaires qu'il avait vus là-bas en 2014-2015. Nous lui avions plu et il nous a invités à travailler avec lui. Nous n'avions reçu aucune instruction de Poutine, de Shoigu, de Naryshkin, ni de qui que ce soit. C'était une histoire totalement spontanée. Elle prenait forme sous mes yeux, vraiment. C'était de l'improvisation. Et il me voyait simplement comme quelqu'un venu de Russie qui s'y connaissait dans certains domaines qui l'intéressaient. Parce que lui, à ce moment-là, depuis 1991, de 1991 à 2001, enfin, il avait déjà passé toute sa jeunesse et son âge adulte en Ukraine. Il était le produit d'un État ukrainien indépendant. Il avait besoin de comprendre comment tout fonctionnait en Russie. Saakashvili a été tué dans un attentat. Que s'est-il passé? Qui est derrière tout ça? Les auteurs de l'acte terroriste ont été arrêtés immédiatement, en quelques jours. C'étaient 2 officiers du SBU, 2 employés du SBU. Je ne sais pas s'ils étaient officiers ou non,
mais 2 employés du SBU. Ils ont tout de suite reconnu qu'ils travaillaient pour le SBU, mais la suite de l'enquête a mené à d'importants intérêts commerciaux d'oligarques ukrainiens. Et quelque part là-haut, à ce très haut niveau, les fils de l'enquête se perdent pour moi. Après, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ce sont des employés du SBU qui l'ont fait. Puisque vous mentionnez les oligarques, quel rôle Akhmetov a-t-il joué en 2014? Il me semble que le personnage était ambigu. À l'époque, Moscou espérait encore pouvoir régler la situation dans le Donbass avec l'aide d'Akhmetov. Akhmetov donnait à Moscou des garanties. Il assurerait la paix, il trouverait un accord avec Kiev, il servirait d'intermédiaire. Mais c'était un mauvais jeu. Akhmetov ne jouait pas en faveur du Donbass. Il jouait pour lui-même et pour Kiev. Cela est devenu assez vite évident, et Zakharchenko a interdit à Akhmetov d'entrer dans le Donbass, à lui, à ses collaborateurs et à ses journalistes. Car Akhmetov ne défendait pas les intérêts de la majorité de la population du Donbass, mais les intérêts de ses affaires. Akhmetov a-t-il très vite changé de camp parce que son argent était à l'ouest? Bien sûr, il avait de l'argent en Occident. Mais là, vous comprenez, je suis obligé de dire une chose très importante. Ce qui se passait dans le Donbass représentait aussi un défi pour Moscou, pour le Kremlin, dans un autre sens. Moscou et le Kremlin avaient quand même l'habitude de parler avec, des gens sérieux, des adversaires sérieux, des présidents, des oligarques, des gens ayant un statut financier élevé. Or, le Donbass, c'est un territoire où il a fallu parler avec ceux qu'on appelle des commandants de terrain. C'est-à-dire qu'un homme était hier professeur de musique dans une école et qu'aujourd'hui, il dirige toute une ville et dispose de toute une armée populaire. Zakharchenko était un homme d'affaires, pas parmi les plus grands, et il a pris la tête de toute une région. Moscou a donc dû changer sa manière de travailler en cours de route. Ils avaient depuis longtemps perdu cette habitude. Ce sont de grands capitalistes. Ils ont besoin d'avoir en face d'eux, dans les négociations, de grands capitalistes. C'est pourquoi, au départ, ils ont essayé d'établir des relations avec Akhmetov, ainsi qu'avec plusieurs autres personnages. Je ne serais pas surpris qu'ils aient même discuté avec Kolomoïski. Ils pouvaient parler avec n'importe qui. J'espère qu'ils pourront résoudre cela à haut niveau, au niveau des grands dirigeants financiers. Mais il s'est avéré que c'était le peuple. Le peuple est la principale force motrice. C'est pourquoi Donetsk et Lugansk ont appelé leur république la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk. C'est un précédent, vous comprenez. C'était un précédent dans le monde, une révolution qui n'a pas été fabriquée, pas créée de toutes pièces, mais qui est venue d'en bas. Une révolution dans laquelle ni Strelkov, ni Malofeyev, ni le FSB, personne n'a eu la moindre importance. Et puis, en réalité, c'est ridicule d'en parler, quand on se souvient que la moitié des dirigeants européens s'étaient rendus sur le Maïdan de Kiev. Il y avait des présidents, des premiers ministres, des ministres qui n'y étaient pas. Et ces gens parviennent à nous dire « Oh, chez vous, l'ancien officier du FSB, Strelkov, est venu. » C'est tout simplement ridicule, vous comprenez. C'est une discussion ridicule. En 2015, vous étiez dans le Donbass. C'était à l'époque où les troupes ukrainiennes se sont retrouvées sous pression, puis où les accords de Minsk ont été négociés. Comment cela s'est-il passé? Comment l'avez-vous vécu? Je vois cela sous 2 angles. Parce que si la Russie avait réellement engagé son armée à ce moment-là, comme on le racontait en Occident, bien sûr, nous serions arrivés à Kiev très rapidement, en l'espace de 2 semaines. Indéniablement, les forces armées ukrainiennes n'étaient alors pas comparables aux forces armées russes. La Russie aurait gagné, à 100%. Mais notre gouvernement profondément démocratique de l'époque
Je n'exagère pas et je ne suis pas ironique. Pensait alors qu'il serait possible de parvenir avec l'Occident et les États-Unis à un accord aussi honnête et pacifique que possible, et d'obtenir une forme d'autonomie, précisément une autonomie pour le Donbass. C'est-à-dire que les négociations portaient exactement là-dessus. Le Donbass obtenait un statut particulier, avec le maintien de la langue russe au sein de l'Ukraine. La Russie proposait des conditions extrêmement bienveillantes à l'égard de l'État de Kiev. Mais personne n'a accepté ces conditions, parce que l'Occident collectif et les États-Unis avaient des objectifs totalement différents. Vous l'avez vécu sur place, y compris dans les années qui ont suivi les accords de Minsk. Diriez-vous que c'était des accords de façade qui devaient en quelque sorte permettre à l'Occident de réarmer l'Ukraine? Eh bien, au final, c'est évidemment ce qui s'est passé. Pendant ces 7 à 8 années, l'Ukraine et l'Occident ont mené une activité très intense. Ils ont créé des lignes de fortification extrêmement puissantes, sans équivalent. Ils ont constitué une armée extrêmement puissante, des forces spéciales extrêmement puissantes. Ils ont réarmé toute l'armée ukrainienne, en passant des restes de l'armement soviétique aux modèles les plus récents d'armement de l'OTAN. En 8 ans, ils ont créé l'une des armées les plus puissantes du monde. Ils ont très bien travaillé. L'ancien secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré dans une interview au New York Times que les États-Unis avaient secrètement et massivement armé l'Ukraine en septembre puis en décembre 2021. Avez-vous des informations à ce sujet? Qu'est-ce que vous avez pu constater sur place? Non, à ce moment-là, je ne servais déjà plus dans l'armée du Donbass. Après la mort de Zakharchenko, j'ai quitté le Donbass. Mais il me semble qu'il ne faut pas se focaliser sur certaines dates. Elles ont eu lieu en 2020, en 2021, en 2018, en 2017 et en 2015. Elles se sont déroulées sans interruption pendant toute cette période. L'invasion par la Fédération de Russie le 24 février 2022 a-t-elle eu lieu parce qu'à Moscou, on estimait être dos au mur? Quelle est votre analyse? Je ne connais pas les données du renseignement. Je ne sais pas s'ils avaient déplacé leurs forces ou non. Mais je suis absolument convaincu que l'armée ukrainienne était préparée pour reprendre le Donbass et attaquer la Crimée. Et bien sûr, la Russie ne pouvait plus se permettre de ne pas reprendre la Crimée, de laisser se produire un génocide dans le Donbass. Quant au fait que dans les régions de Donetsk et de Luhansk, il y aurait eu une sanglante épuration de tous ceux qui avaient participé au printemps russe, pour nous, cela ne faisait aucun doute. Or, comme 90% de la population y avait participé, on peut imaginer l'ampleur du bain de sang qui aurait eu lieu là-bas. C'est pourquoi cela s'est produit le 24 février. Cela aurait pu se produire en mars, 1 mois plus tôt, 6 mois plus tard. Mais cela se serait produit inévitablement. Et ce n'était pas de notre mire. Vous êtes ensuite retourné dans la zone de guerre. Quelle mission y avez-vous assumée? J'ai signé un contrat avec la garde nationale russe et j'ai exécuté les missions de combat que me confiait le commandement. Je suis simplement devenu une partie d'un grand système. Quand j'étais milicien du Donbass, je définissais et concevais toutes les missions directement à la table de Zakharchenko. Ensuite, nous avons simplement exécuté les missions fixées par la haute direction. Ce sont des missions de combat ordinaires, rien d'extraordinaire. Pouvez-vous nous parler de ce que vous avez fait là-bas, de l'endroit où vous étiez déployé? Nous étions alors sur le territoire de la région de Luhansk. Nous menions des opérations de lutte contre le sabotage.
Ensuite, après la Rosgvardia, j'ai signé un contrat avec le corps des volontaires et j'ai de nouveau servi sur le territoire de la région de Louhansk. Autrement dit, j'ai passé les 3 premières années de la guerre sur le territoire de la région de Donetsk et les 3 années suivantes sur le territoire de la région de Louhansk. On trouve certains détails à ce sujet dans mes livres, Romances de miliciens, et certains n'iront pas en enfer. Malheureusement, ils ne sont pas traduits en allemand, mais ils le sont en polonais et en français. On peut les lire. Je n'en parlerai pas à voix haute, parce que je suis sous toutes les sanctions imaginables, et tout ce que je dirai dans une interview peut être utilisé contre moi en cas d'arrestation. 2023 a été un tournant dans votre vie. Vous avez été victime d'un attentat et vous avez été grièvement blessé. Comment les faits se sont-ils exactement déroulés? Que s'est-il passé? Un terroriste, recruté par les services spéciaux ukrainiens, ainsi qu'un groupe de ses complices, m'ont surveillé pendant 1 an et demi. Ils étudiaient mes itinéraires. Et finalement, pendant mes vacances, alors que je rentrais d'un déplacement dans mon village, ils ont placé 2 mines anti-chars sur la route que j'empruntais. L'une d'elles a explosé, l'autre n'a pas fonctionné. À côté de moi se trouvait mon camarade, mon frère d'armes, Alexandre Choubine. Il est mort sur le coup. J'ai eu la colonne vertébrale fracturée, 9 fractures aux jambes et encore une trentaine de blessures diverses. Mais j'ai survécu par miracle, parce que les mines anti-chars font exploser les chars, et moi je roulais dans une voiture légère, mais c'était une voiture allemande. Et, après Thomas Mann, c'est une autre raison pour moi de respecter l'Allemagne. Eh bien, j'ai moi-même vécu l'explosion d'une mine anti-char. C'est vraiment un miracle que vous ayez survécu. Comment allez-vous depuis? Vos jambes sont-elles guéries? Oui, j'ai passé la commission médicale et je suis retourné dans les forces armées. En plus de la machine allemande, il y avait aussi d'excellents chirurgiens soviétiques qui ont accompli un miracle dès la première nuit quand on m'a amené à l'hôpital. Depuis 2022, je crois, vous faites l'objet de sanctions de l'Union européenne. Est-ce que cela vous affecte d'une manière ou d'une autre? La patrie passe avant tout, et les souffrances de mon peuple, y compris celles du peuple du Donbass, comptent bien davantage que les sanctions. Les sanctions, voilà. Des dizaines de mes plus proches camarades sont morts. Des centaines de mes frères d'armes. Au total, un nombre immense de personnes ont péri. Alors, les sanctions, c'est le moindre prix à payer pour cela. Vous avez vous-même vécu la réalité de la guerre. Comment cette guerre va-t-elle se terminer? Qu'attendez-vous? La guerre prendra-t-elle fin à la table des négociations ou sera-t-elle tranchée sur le champ de bataille? Eh bien, pour l'instant, elle ne débouchera sur rien, parce qu'elle est dans une impasse. Les opérations offensives sont pratiquement impossibles. Le ciel est saturé, et l'espace aérien à basse altitude est saturé de drones. Mais je suis parfaitement conscient que tant que le régime néo-nazi de Kiev ne sera pas éliminé, il ne pourra être question d'aucune paix durable. Vous avez tout à l'heure, au début de notre entretien, fait une distinction entre la population en Allemagne et le gouvernement allemand. Que dites-vous aux gens en Allemagne qui ne veulent pas de cette guerre? J'aimerais que toutes les forces russophiles, les véritables forces de gauche, les forces qui éprouvent de la sympathie pour l'histoire de l'Union soviétique, pour l'histoire de la RDA, nous avions alors énormément de camarades.
s'unissent et se renforcent. Qu'un plus grand nombre de personnes votent pour elles, qu'elles aient davantage d'influence sur la politique. J'appelle nos camarades allemands, nos partenaires, nos amis potentiels, à agir dans le cadre légal. Parce qu'une dérive radicale vers la droite ne mènera aucun pays à rien de bon, que ce soit l'Ukraine, l'Allemagne, l'Argentine ou la Russie. Tout cela se termine de façon monstrueuse par la xénophobie et d'immenses effusions de sang. Чудовищно заканчивается ксенофобией и огромным кровопролитием. Zakhar Prilepine, l'auteur russe à succès, dit qu'en 2014, il y a eu dans le Donbass un soulèvement populaire en réaction au coup d'État du Maïdan. Selon lui, ce soulèvement populaire n'a pas été organisé par Moscou. Dans l'ensemble, la guerre, y compris l'invasion russe, serait une lutte pour la survie des habitants de Russie et de la Fédération de Russie. Et il appelle les gens en Allemagne à renforcer les forces de paix. Merci beaucoup pour votre temps. Спасибо. Et nous, à Jägendenstrom, nous ne nous laissons intimider ni par la censure, ni par les sanctions. Nous vous montrons des positions et des perspectives que les médias de propagande passent sous silence.